93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. En sociologie politique, réduire la démocratie aux seules échéances électorales relève d'un fétichisme du vote qui, malheureusement, obscurcit la réalité du pouvoir. Si l'élection légitime les gouvernants de manière ponctuelle, la lutte pour l'influence, la conquête des esprits et la distribution des ressources se jouent en réalité de manière continue. La lutte politique est fondamentalement multidimensionnelle et se déploie bien au-delà de l'isoloir. Comme le soulignait le sociologue Pierre Bourdieu, le champ politique doit être compris comme un espace de lutte permanent pour le monopole de la manipulation légitime des biens politiques. Le combat se mène ainsi sur le plan discursif et idéologique à travers la bataille pour l'hégémonie culturelle théorisée par Antonio Gramsci. Cette quête vise à rendre ses propres idées naturelles pour l'opinion publique en maîtrisant les définitions et en imposant ces thèmes au cœur du débat public, un phénomène que les chercheurs qualifient de mise à l'agenda. L'expertise produite par les cercles de réflexion sert alors d'arme pour légitimer scientifiquement des orientations idéologiques. Parallèlement, lorsque les canaux institutionnels ne suffisent plus, les espaces publics comme les réseaux sociaux deviennent le terrain principal de l'affrontement politique. Les acteurs déploient ce que Charles Tilly nomme le répertoire de l'action collective, combinant manifestations, grèves et activisme numérique pour forcer le destin en dehors des parlements. Enfin, la bataille fait rage au sein même de l'appareil d'État dans l'infrapolitique, où la haute bureaucratie oriente l'application des lois et où le droit est instrumentalisé comme une arme de combat juridique. Considérant la multiplicité de ces fronts, qu'ils soient idéologiques, sociaux, juridiques ou médiatiques, une conclusion théorique et pratique s'impose avec force. La lutte politique ne peut, sous aucun prétexte, se limiter au seul calendrier des urnes et c'est pourquoi elle doit fermement refuser l'hibernation. Pour les partis, les leaders et les mouvements sociaux, concevoir l'intersaison électorale, c'est-à-dire la période qui sépare deux scrutins, comme une phase de repos est une erreur stratégique très fatale. L'expression consacrée, l'intersaison électorale, ne désigne pas une trêve, mais le moment précis où se construisent, jour après jour, les victoires ou les défaites de demain. En politique, le vide n'existe pas et chaque espace délaissé, chaque silence et chaque absence sur le terrain sont immédiatement investis par l'adversaire. Rester actif entre deux élections permet de verrouiller le terrain en maintenant une présence constante auprès des populations et en captant les colères sociales dès qu'elles émergent. Cela permet aussi d'imposer le rapport de force en utilisant les institutions et les médias pour harceler le pouvoir en place afin de ne lui laisser aucun rebond ni aucune liberté de mouvement. C'est également dans ce travail invisible de l'intersaison électorale que se forge la légitimité et que se crédibilise l'alternative. En sociologie politique, l'élection n'est que la consécration ou la sanction d'un rapport de force qui s'est cristallisé bien en amont pendant l'intersaison électorale. Les acteurs politiques qui l'oublient s'exposent à des réveils brutaux car le pouvoir se dispute chaque jour, à chaque heure et sur tous les terrains possibles. Pour comprendre la profondeur de cette lutte continue, il faut revenir sur le fait qu'elle ne se joue pas sur le seul front des urnes et examiner un site majeur du rapport de force, à savoir l'indépendance de la presse. Dans l'analyse des dynamiques hors élection, la presse ne se contente pas de rapporter les faits puisqu'elle est un acteur majeur, un acteur de premier plan de la lutte politique. Le niveau de liberté dont elle jouit et surtout sa capacité à refuser le bâillonnement est le reflet direct du rapport de force réel dans un pays. Lorsque la presse locale s'inscrit dans une logique de reddition permanente, ce mutisme dépasse le simple cadre des médias et devient le symptôme même d'une faiblesse générale de l'ensemble des contre-pouvoirs non institutionnels. Le cas du Cameroun, sous le régime de Paul Biya, illustre parfaitement cette défaite du quatrième pouvoir local. Alors que les journalistes nationaux sont les premiers témoins des dynamiques internes, malheureusement ils sont contraints parfois au silence sur les sujets qu'ils estiment être des sujets sensibles ou des sujets que le régime a imposés comme sujets sensibles pourtant banals ailleurs.
Par exemple, le tabou absolu entourant l'état de santé du président. Cela engendre un paradoxe de délocalisation de l'information où les citoyens sont obligés de s'informer à travers des médias internationaux pour briser l'omerta. Ce sont les médias étrangers qui nous informent sur ce qui s'est passé sous les yeux de la presse camerounaise au Palais de l'Unité. À l'inverse, des pays comme le Nigeria, le Bénin ou le Sénégal affichent une presse très offensive, active et conquérante où la santé et les absences des présidents font l'objet d'un débat libre et public. À partir de cette comparaison, on comprend que la liberté de la presse n'est jamais un cadeau du pouvoir, mais un espace qui s'arrache par le courage éditorial et par l'organisation de la corporation. Par ailleurs, tant que l'opposition et la société civile ne soutiendront pas les médias locaux pour briser ces tabous, le régime de Yaoundé conservera un avantage structurel immense pendant l'intersaison électorale, transformant l'espace public en un monologue gouvernemental. La presse doit s'imposer en tout temps et en tout lieu. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.